Radio Disney Club, le podcast. Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour notre nouvelle émission Radio Disney Club, le podcast. Aujourd'hui, nous allons aborder un thème, et non pas des moindres, l'évolution et la nostalgie à Disneyland Paris. Et pour ça, j'ai demandé à Yann de nous rejoindre. Salut Yann. Salut Mel. Et Rebecca. Salut Reb. Salut. Ça va, tout le monde va bien? Ça va. Super. On va pouvoir commencer avec l'attraction Phantom Manor, que tout le monde connaît ici. Je pense que c'est une attraction qui était là depuis le début, il me semble, hein, Yann, si je dis pas de bêtises. Et qui est encore là. Elle a beaucoup évolué depuis. Il y a eu pas mal de changements. Peut-être que tu pourrais nous en dire un petit peu plus. Oui, tout à fait. Bon, déjà, l'histoire, ils disent qu'elle n'a pas changé. La nouvelle histoire, c'est qu'avant, Mélanie, elle était... avant, c'était la pauvre mariée qui était restée enfermée dedans parce que tout le monde s'était suicidé et que, oh là 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 là, elle a un joli prénom. Et la dernière version, c'est qu'elle tue tous ses prétendants quand même. Il n'est pas indiqué qu'elle les tue. Hein. Ouais, mais justement, enfin ça, c'est une vision des choses. Moi, j'ai pas cette vision de Mélanie méchante. Moi, j'ai la vision de Mélanie qui justement, elle essaie de trouver quelqu'un à la fin et justement, elle l'appelle parce que elle est triste de que son père ait tué tout le monde en fait. Donc on a. Ouais, mais avant la version, la première version quand même, Mélanie, on la voyait, tu sais, quand elle a le chandelier. Je sais pas si vous vous rappelez au tout début, elle a le chandelier dans la main. Elle est très peu éclairée quand on commence le rail. Cette scène s'appelait La mariée vous invite à entrer. Et quand finissait le parcours, là où avant elle était dans une espèce de cristaux, là je sais pas ce que c'était, et en fait elle était en squelette, et elle montrait la sortie, et cette scène s'appelait Mélanie vous invite à sortir pour pas qu'on soit pris au piège. Alors que là, t'as plus l'impression quand même qu'elle est restée bloquée sur les gars quand même. Mais ça reste le père qui les tue. Oui. Ouais. Et que Mélanie, elle les tue pas. Ouais, elle faisait quand même pauvre petite Mélanie qui se faisait prendre au piège, alors que là, elle est... d'ailleurs, on le voit quand on passe à la fin, c'est elle qui est avec nous, alors qu'avant, c'était pas du tout le cas. C'était la mort qui nous prenait. Enfin, je sais pas comment définir ça, mais là, c'est quand même elle qui reste. Oui, mais après, l'intention n'est pas forcément mauvaise. C'était simplement qu'elle a envie d'avoir un prétendant enfin et qu'elle cherche un nouveau prétendant pour être heureuse en fait. Enfin quand même, mon père il tue tous les prétendants que tu peux avoir, au bout d'un moment je pense que tu te calmes un peu, non? Enfin je sais pas. Hein, L'histoire de base c'est que le père et la mère meurent quand il y a l'écroulement de la mine, l'explosion de la mine, et Mélanie après ça maintient son mariage, elle attend le prétendant qui n'arrive jamais. Parce qu'il a été pendu dans la salle secrète. Voilà. Si demain on va aller faire Fantôme, qu'est-ce qui a changé? Tout commence à l'entrée. Maintenant, il y a un gazebo pour pouvoir faire des photos avec Mickey, avec sa tenue inspirée de Phantom Manoir, chose qu'il n'y avait pas avant. Avec Jack aussi à la saison d'Halloween. Oui, et on peut aussi faire une photo avec un fantôme. Oui, en photo, avec le photopass du coup, qui apparaît, c'est ça? Un Magic Shot. Un Magic Shot, exact. Pardon. Oui. Après, tu as l'ajout de la file fast-pass. Mais perso, je n'ai jamais fait encore. Non, parce qu'en fait, la file fast-pass, elle est qu'avec les passes payants. Ouais. Donc après, rien n'a changé jusqu'à l'intérieur. Et on arrive dans le hall d'entrée. Peut-être, vous savez s'il y a changé. Quand on rentre sur le côté gauche, avant, il y avait un cadre. Et je crois que le cadre a changé. La personne qui est dans le cadre a changé. C'est ça. Peut-être. Ouais, il me semblait. Il y avait un miroir. Et dans ce miroir, on voyait apparaître et disparaître le portrait de Mélanie. Oui, voilà, c'est ça. Et maintenant, tous les effets lumineux ont changé dans la pièce. Et on se retrouve, quand on rentre, avec une pièce complètement décrépite. Oui. Et le cadre représente Mélanie et son père en squelette pour le père. Et une fois que la porte se ferme, on se retrouve avec un effet lumineux qui fait que la pièce retrouve de sa splendeur. La tapisserie redevient Oui, c'est beaucoup parfaite. plus éclairé qu'avant. Oui. Parce qu'avant, quand on rentrait, alors bon, il fallait pas rentrer un jour au plein soleil, parce que là, nos yeux avaient quand même du mal à s'habituer au noir. Mais oui, maintenant, quand on rentre dedans, c'est vrai qu'une fois qu'on a fermé la porte, je sais pas son nom, du coup, je vais dire Nigel, je suis désolée. Mais quand il parle et qu'il a fini de dire son speech, c'est à ce moment-là qu'il y a l'effet lumineux qui apparaît, c'est ça? Maintenant, oui. Maintenant, il y a l'effet lumineux qui fait que même le cadre, pendant que la tapisserie reprend vie, le cadre aussi se nettoie et évolue. Et c'est là où on découvre, en fait, que le squelette est en fait le père de Mélanie, Henri. D'accord. C'est là où on peut accéder aux pièces secrètes. Qui mènent exactement au même endroit. Qui mènent au même endroit, qui sont les deux exactement les mêmes. Et du coup, qu'est-ce qui se passe dans cette pièce secrète? Alors, dans cette pièce, on découvre donc 4 cadres représentant Mélanie et un de ses prétendants, différents sur chacun des cadres. Alors qu'avant, on avait Mélanie toute seule sur 3 tableaux et Mélanie avec son prétendant sur un seul. Et les 4 façons de mourir ont changé aussi, du coup, si je dis pas de bêtises. Alors là, maintenant, les façons de mourir sont différentes. Mélanie n'est plus présente dessus.
Elle disparaît du cadre quand on découvre comment meurent ses prétendants. Ouais, c'est plus violent aussi, j'ai l'impression. Avant, c'était un peu angoissant, mais là, maintenant, on voit les morts, elles sont violentes à chaque fois. Pendant qu'il est sur une planche de bois et la scie, c'est violent quand même. C'est ça que je reviens sur ce que je disais tout à l'heure au niveau de Mélanie. Effectivement, c'est là que je trouve que le côté est beaucoup plus machiavélique comparé à avant où c'était un peu les choses ne sont pas toujours ce qu'elles paraissent. C'était vraiment ça, d'ailleurs, c'est ce qui était dit dans le speech. Avant, plus on avançait, plus on découvrait qu'il y avait quelque chose qui clochait, qui allait pas. Et c'est ce que vivait Mélanie. Alors que là, dès le départ, le décor, il est planté. Vu qu'elle disparaît, on pense que ça peut être elle qui les a tués. Ça laisse quand même sous-entendre, selon moi. Sous-entendre ça peut. Le père peut les mettre à l'abri sa fille. Aussi. Le père fait pas de mal à sa fille. Donc, il a écarté la fille des tableaux et il fait du mal qu'aux prétendants. Ça peut aussi fonctionner. Une chose aussi, c'est que maintenant, la narration, elle est en 2 langues. Alors qu'avant, elle était en français. Enfin, l'ouverture, on va dire, elle était en anglais. Et c'était Vincent Price qui le faisait. Sauf qu'elle a très vite été remplacée par une version uniquement française parce que les gens ne comprenaient pas ce qui était dit. Et on a gardé que le rire de Vincent Price. Et son rire qui est présent dans toute l'attraction. Et donc, depuis maintenant qu'ils ont refait la nouvelle version, on a récupéré la version originale de Vincent Price. Et maintenant, on a donc la version française qui est faite par Bernard Allen. Flottant dans le bossu de Notre-Dame. Nigel. Éternel Nigel. Ok, et donc après, une fois sorti, on va aller se balader parce que du coup, là, on arrive. En fait, ça fait. Ces pièces secrètes font effet d'ascenseur, même si c'est pas. Enfin, tout le monde croit, tous les visiteurs à chaque fois se demandent s'ils montent ou s'ils descendent, c'est l'éternel question. Les murs s'allongent, mais on ne sait pas ce qui se passe. Voilà. Après ça, on arrive dans la galerie des portraits. Oui. Quand on passe, en fait, il y a des différents cadres qui représentent des scènes qui ont un lien ou pas avec Phantom Manor. Et ces cadres, ils ont évolué ou pas du tout? Le style a changé parce qu'avant, on avait des dessins un peu plus gothiques et maintenant, c'est plus fin 19e. D'accord. On se retrouve un portrait de Henry Ravenswood. Il devient un fantôme et il redevient normal. On a des duellistes et on a un bateau. Et là, moi, le bateau, il ressemble au Hollandais volant de Pirates des Caraïbes. Il a le même bec, le même nombre de voiles. Il est juste un peu plus plat par rapport à celui de Pirates des Caraïbes, mais on est sur le même style de bateau. Alors, est-ce un clin d'œil ou n'est-ce pas un clin d'œil? On ne sait pas. Quand on voit les deux bateaux, c'est assez flagrant. Il faudrait poser la question, parce que Phantom Manor, c'est quand même la seule attraction, je crois même que c'est la seule attraction qui a une communauté de fans propre. Enfin, je veux dire, il n'y a pas de fans, il y a des fans de Star Tours, de Space, mais qui sont fans d'autre chose. Phantom Manor a quand même des fans qui sont... ils ont une communauté très particulière, très très attachée. On pourrait leur poser la question parce que je pense qu'il faudrait qu'on les invite. Je pense qu'ils pourraient nous répondre. Merci Yann. Bon, une fois qu'on a passé les portraits, on arrive donc sur une grande salle avec un grand escalier. Et en haut de l'escalier, on se retrouve avec Mélanie qui regarde par la fenêtre. Elle a été déplacée. Parce qu'avant, elle se situait un petit peu plus loin, dans une alcôve, en haut de la première montée de l'attraction. Et elle a été remplacée là. Maintenant, elle nous accueille. Et du coup, après, on va monter dans les fameux... Et donc, on monte dans les petits véhicules qui portent le nom de Doom Buggy. Ah, Doom Buggy. Moi, je disais Doom Buggy. Mais c'est bien Doom Buggy. Oui, excuse-moi de pas être bilingue. C'est dans ma prononciation. Je pense que c'est dans ma tête. Et donc, le vrai, du coup, l'attraction à proprement parler va commencer parce que avant, c'est mise en place. Je sais pas comment dire ça. Ça reste une file d'attente un peu cachée. Enfin, on y installe l'attraction, mais on reste dans l'attente vraiment de l'attraction. Donc... Oui, donc tant qu'on n'est pas monté réellement dans le Doom Buggy, c'est un petit peu comme si on n'avait pas commencé l'attraction. Du coup, oui. C'est un peu dans l'esprit de la Tour de la Terreur avec la salle des machines derrière. Oui. Qui est ensuite suivie par la salle des machines. Donc maintenant qu'on monte dans les petits véhicules... Les petits véhicules. On met tout le monde d'accord comme ça. On va découvrir l'histoire. Ouais, on va essayer de comprendre parce qu'il n'y a rien qui est explicite. Encore une fois, c'est propre à la. Il n'y a rien qui est explicite. On va retrouver un personnage qui va être plus récurrent qu'avant. C'est le fantôme, qui est quasiment tout le temps présent quand on voit Mélanie. Quand on continue, on va la voir dans un couloir. Et là, maintenant, son père se trouve derrière, alors qu'avant, il n'y était pas. Elle courait toute seule avec sa main sur la tête et son chandelier. Donc, elle sera tout le temps accompagnée. Ça sera toujours un fil rouge qui sera autour d'elle. Un peu plus loin, dans la salle de musique, la scène a été un peu refaite et on retrouve donc
les couronnes mortuaires de tous les prétendants. Et on peut voir qu'ils ont changé aussi l'ombre qui jouait du piano. Et maintenant, on reconnaît bien l'ombre du fantôme avec son chapeau et les gestes sont plus fluides. Alors qu'avant, c'était pas. Avant, on voyait un espèce de monsieur qui avait comme s'il allait s'envoler avec ses petits bras et ses petites mains qui bougeaient un coup à droite, un coup à gauche, un coup à droite. C'est ça. Alors que maintenant, non, c'est vraiment c'est plus fluide. Beaucoup plus fluide. Ça n'a plus rien à voir. Après, il y a Madame Léota, si je dis pas de bêtises. Enfin, il y a la salle, on passe dans un long couloir avec toutes les portes, qui n'ont pas changé. Ils ont rénové un peu les lumières et les peintures, mais il n'y a pas eu de changement particulier. Pareil pour Léota, elle dit toujours la même chose, il n'y a pas de changement. Elle, je crois qu'ils l'ont changé. Le visage à l'intérieur, ils ont fait quelque chose. La technologie, je pense, qui est utilisée pour changer a peut-être été, lui modifiée. Qui fait qu'elle a un peu changé d'allure. Je crois, voilà. Puis quand ils ont fait la grosse réhabilitation, pardon. Derrière aussi, à l'arrière des Doom Boogie, il y a des espèces de statuettes qui avant étaient moins bien éclairées. Je pense qu'au fur et à mesure du temps, l'éclairage n'était plus ce qu'il était. Et quand on est revenu, c'est vrai que moi, c'est quelque chose qui m'a marqué, c'est qu'on les voit. Maintenant, quand on passe vraiment autour de Madame Léota, derrière, ils apparaissent, alors qu'avant, moi, je les voyais presque pas. J'avais jamais vu, tout du moins, qu'ils étaient là. Ils ont tout refait et ils utilisent encore plus la lumière bleue qui fait ressortir les couleurs de cette pièce. Et dans la salle de bal, il n'y a rien du tout qui a changé. Dans la salle de bal, en fait, ils ont changé de place le fantôme. Je crois que Rebecca a quelque chose à dire à ce sujet. Alors, ils n'ont rien changé dans la salle de bal. Si, ils ont changé le temps d'une soirée, la musique, ce qui a fait un énorme scandale au moment de la soirée d'inauguration, et ils ont remis la musique initiale le lendemain. Donc, il n'y a rien qu'à changer. Mais le but était quand même que la musique de bal change. Alors, j'étais même pas au courant, je savais pas. Ils avaient mis quoi comme musique, du coup, pour la soirée Halloween ? Je t'avoue que je sais plus mais c'était la fête, c'était pendant l'inauguration après la réhabilitation. Et les fans, parce que c'était que les passeports annuels qui étaient invités et aussi certains sites de fans et cast members. Et du coup, que des personnes qui sont très très fans de l'attraction et très très fans de l'univers Disney et pas des visiteurs lambda qui n'auraient peut-être même pas remarqué ce détail. Mais ça a fait un tel scandale et ça a tellement choqué que dès le lendemain matin, la musique était revenue à la normale. Mais du coup, c'était pas un choix de base de pas changer du tout la salle de bal. D'accord. Et ils ont essayé et du coup, ça n'a pas du tout marché. Mais j'étais même pas au courant. Moi, j'étais à la soirée et je pense que j'étais tellement content de la refaire que j'ai pas fait attention, ou alors je m'en souviens pas. Tu n'as pas capté que la musique avait changé? Non, peut-être pas. J'ai remarqué, donc ils ont changé le fantôme de place. Pour le mettre, au lieu de la fenêtre, il est placé derrière Mélanie, encore une fois. Moi, je trouve qu'ils ont mis aussi... Alors, je ne sais pas si c'est vrai ou si c'est parce que ce jour-là, il pleuvait dehors et vraiment dans le noir. Quand il pleut dehors ou quand il fait gris, on voit vraiment beaucoup mieux dans l'attraction. Mais sur la salle de bal, il y a le cadre derrière avec l'affiche de la maison et on voit... Je pense que la lumière qui éclaire le cadre a fait qu'on voyait vachement plus la malédiction, l'espèce de nuage qui s'avance sur la maison des Ravenswood, qu'avant, moi, le cadre, j'y prêtais pas forcément attention. J'étais plus concentrée sur l'orgue, alors que là, le tableau, je trouve qu'il a vachement été mis en valeur. Enfin, peut-être c'est moi, hein, c'est mes yeux ce jour-là quand je l'ai refait, hein, c'est fort possible. Hein. Non, je pense que toutes les lumières ont été refaites. J'ai pas fait attention particulièrement au tableau, mais c'est possible, hein, ça serait bien dans l'idée de mettre en valeur la malédiction et tous les petits détails du manoir qu'on voyait pas ou plus. Je pense qu'on les voyait plus. Ouais, parce que à la fin, ça devenait tellement sombre dans cette attraction qu'on voyait plus grand-chose. Hein. Oui, c'est vrai que le jeu de lumière, de refaire toutes les lumières a vraiment fait du bien à mes yeux et je pense à plein de monde aussi parce qu'on voyait vraiment beaucoup plus de choses. Non, puis de savoir qu'elle a été rénovée, forcément, on cherche les détails, on cherche à tout voir parce qu'on sait qu'il y a des choses qui ont changé. Donc forcément, outre le fait que ça donne un coup de neuf, on a envie de trouver tous les détails. Donc, presque un jeu d'aller trouver ce qui a changé. Mais je pense que pour la soirée, comme disait Rebecca, pour la soirée d'inauguration, je pense que ça a été un jeu justement pour les vrais fans, les passionnés, de trouver où étaient les changements et qu'est-ce qui avait changé au-delà de remettre un coup de peinture. Surtout qu'on l'a attendu, on n'est pas revenu dessus, mais on a attendu quand même cette rénovation qui a duré que quelques mois et qui a duré plus d'1 an. Elle a été très longue, hein, cette rénovation. C'est vrai que c'est rare que ça soit aussi long, mais on sait pourquoi un peu ça avait été aussi long que ça ou on ne sait pas du tout? Il y a eu des rumeurs, mais rien d'officiel, donc je ne sais pas trop.
Oui, tu disais. Ouais, non, je disais, j'espère qu'ils vont pas nous refaire la même chose, mais c'est vrai que c'est rare pour une attraction d'être fermée aussi longtemps quand même, quand on détruit totalement une attraction et qu'on en remet une autre à la place, mais ça, je vous le dirai tout à l'heure. Du coup, c'est fini? Non, on a encore un petit changement plus tard. 2 changements il reste. Après, on aura fini. Quand on a passé la salle de bal, on se retrouve dans le boudoir où on a Mélanie qui pleure devant son miroir. Là, encore une fois, dans le miroir, on se retrouve avec Henry Ravenswood derrière elle. Oui, donc du coup, ça laisse encore le doute sur qui est le méchant. Est-ce que c'est lui ou est-ce que c'est elle? C'est ça. Il est quand même très menaçant. Il est très protecteur avec sa fille. C'est vrai que c'est les deux. Peut-être que les deux sont méchants. Hein. C'est aussi possible parce qu'il n'y a peut-être pas forcément qu'un seul. Hein. C'est une théorie. Et je pense que le dernier changement se retrouve à la fin, toute fin, quand on arrivait vers la sortie. Quoique non, il y a peut-être 2 changements encore. On avait une Mélanie qui était dans un rayon lumineux, comme des cristaux qui étaient derrière elle. Et maintenant, ça a été remplacé par des tombeaux. Le tombeau de chacun des prétendants. Et un des tombeaux est cassé et il y a une main qui sort avec, il me semble qu'il a une petite boîte avec une alliance ou quelque chose. Pour le coup, je trouve que l'ancienne scène avec justement Mélanie dans les cristaux était beaucoup plus terrifiante, effrayante. C'est pas dans le sens elle nous fait peur, genre oh, mon Dieu, on s'y attend pas, mais plus dans le sens elle était physiquement, elle était plus effrayante. Alors que là, ça reste. Je trouve que c'est plus plat. C'est mon avis encore une fois. Mais je suis très nostalgique de l'ancien fantôme, donc ça fonctionne moins bien forcément. Et après, quand on va pour sortir, on se retrouve devant des miroirs. Et maintenant, Mélanie se retrouve au milieu. Enfin, quand on se voit dans le miroir, elle est assise au milieu, côté de nous sur le Doom Buggy. Dans le Doom Buggy, le fameux Doom Buggy. Elle est assise là et elle nous demande de l'épouser. Avant, on avait un petit squelette qui apparaissait au-dessus et rien de plus. Donc pour Rebecca, en fait, elle souhaiterait juste être heureuse, cette pauvre petite Mélanie. Alors que pour toi, Yann, ce serait plutôt elle qui essaierait d'attirer d'autres prétendants pour peut-être les tuer avec son papa ou on ne sait pas trop du coup. On ne sait pas, mais ça pourrait être effectivement tuer tout le monde. Heureusement qu'elle a un joli prénom, hein, parce que sinon, c'est très compliqué quand même. Eh bien, on a fini notre petit tour de fantômes. Est-ce qu'il y avait peut-être une autre attraction oubliée ou une attraction disparue ou une attraction qui a été changée? Parce qu'on ne pourra pas toutes les faire, mais il y en a peut-être une dont vous avez envie de parler. Je sais pas, Reb? On peut parler de Cinémagique qui nous a quitté un peu brusquement. Je pense que beaucoup de visiteurs très fans de la destination ont un peu mal vécu ce départ historique d'une attraction qui manque beaucoup. Je crois que, contrairement à Animagique, dont on pourra peut-être parler plus tard, Cinémagique, dans le parc Walt Disney Studios, je pense que ça manque, même si c'était un peu vieillissant quand même. Faut l'avouer. Je suis désolée pour tous ceux qui sont très très fans, mais c'était un peu vieillissant. Moi. Mais je pense qu'elle manque beaucoup parce que c'était quand même un hommage au cinéma autant français qu'américain et qui avait parfaitement sa place pour le coup dans l'ancien parc Walt Disney Studios avant qu'il soit en pleine métamorphose comme il est actuellement, parce que Walt Disney Studios, comme l'indique son nom, c'est le cinéma, c'est les backstage, c'est l'intérieur du décor entre les décors et le cinéma. Et là, on était pile dedans, parce qu'on était vraiment dans un personnage principal qui se faisait passer pour un spectateur au début et qui rentrait dans nos films cultes qu'on connaît tous plus ou moins. Donc c'était clairement l'attraction parfaite pour ce parc et qui d'ailleurs est arrivée dès l'ouverture en 2002. Donc faut savoir que cette attraction elle s'inspire rapidement de The Great Movie Ride. Désolée par l'accent, je sais pas. Non, mais Dumbo-Yi, Great Movie Ride. Donc à Walt Disney World, mais c'est vraiment une attraction, alors que nous, c'était plus une expérience, une attraction spectacle comme on aime bien à Disneyland Paris. Elle était exclusive, il y avait que notre parc, que notre destination française qui l'avait. C'est un film, mais interactif avec les spectateurs et avec un personnage qu'on suivait dans ses aventures, qui a été réalisé par Jerry Ruiz, ouais, je sais, qui a aussi fait qui avait fait la musique du Visionarium et de chez Cécile Public. Ah, on sent que ça te parle, Mel. J'en parlerai tout à l'heure. Ah, petit spoil. Donc cette attraction, c'est vraiment le pont entre le monde réel et le monde du cinéma, mais aussi entre la culture française et la culture américaine, plus les
les séries, enfin les films romantiques à la française et les blockbusters plus être sous l'eau, être dans les westerns, mais aussi l'humour américain qu'on adore tous aller voir au cinéma. Et du coup, pour faire ce paradoxe, il parlait à la fois en français et en anglais pour intégrer vraiment tous les publics, parce qu'il y a beaucoup d'anglophones à Disneyland Paris. Et donc, du coup, tout le monde était inclus parce que, comme ils font beaucoup dans les spectacles Disneyland Paris, il y a un narrateur, mettons, français qui parle et le narrateur anglais répond à sa question, mais de façon à ce que tout le monde comprenne les deux dialogues, en fait, sans barrière de langue. Ce qui est formidable, parce qu'effectivement, même pour les gens comme moi qui, il y a plusieurs années, alors maintenant je me suis un petit peu améliorée, mais quand j'étais beaucoup plus petite, l'anglais n'était pas une langue que je maîtrisais. Je la maîtrise pas encore, mais mieux. Et c'est vrai que je comprenais totalement le film. Il n'y avait pas cette barrière de la langue, parce que vu que lui parlait anglais et elle parlait français, on comprenait totalement l'idée principale et ça nous permettait de comprendre le film. Oui, parce que des tout petits ou comme les personnes plus âgées qui venaient dans le parc et qui parlaient que français ou que anglais comprenaient tout à fait. Et puis les images parlaient d'elles-mêmes, mais même le dialogue, on n'a pas l'impression d'assister juste à un spectacle d'images et de pas comprendre ce qui se passe. Ça, c'est quand même assez horrible quand on est dans cette situation où on se dit qu'on rate quelque chose. Alors que là, non. Exactement, pas du tout. Et le jeu d'acteur à chaque fois du cast member qui faisait ce monsieur qui allait rentrer dans l'écran était formidable, parce qu'il était quand même dans une salle noire, dans une salle de cinéma, et on arrivait tous. Le téléphone qui sonne et tout le monde qui sonne. Ouais. C'est qui ce petit idiot qui appelle dans son téléphone? Et tout le monde le regardait, et c'était exceptionnel, parce que quand on est comme ça, on se dit quand même, à un moment, le son, on le voyait bouger, et tout le monde était là. Tout le monde râlait contre ce pauvre monsieur qui bougeait dans tous les sens et qui essayait, alors je sais plus, je crois qu'il essayait de retrouver ses bagages, si je dis pas de bêtises, un truc, non mais il me semble, parce que je crois qu'il est au téléphone avec l'aéroport ou quelque chose comme ça, c'est une mémoire, Et il parlait anglais et je ne parle pas anglais. Il parlait anglais. Je crois que c'est comme ça, parce qu'il se perd, il s'énerve, et c'est comme ça qu'il arrive à monter sur l'écran. Et le pauvre aussi cast member qui venait et qui lui criait dessus en lui disant qu'il allait appeler la sécurité, c'était quand même, c'est à ce moment-là que les gens commençaient à comprendre que il y avait peut-être un peu de magie qui allait arriver. Mais on avait beau connaître le spectacle, l'avoir vu, à chaque fois on se retournait, à chaque fois on disait on avait toujours le moment de doute de se dire mais c'est là. Moi j'avoue que je suis allée m'asseoir à côté de lui, en fait. Je l'ai fait juste, ouais. En fait, moi, le mieux pour visualiser le film, pour moi, c'était presque tout en haut, 3 ou 4 ans avant la fin. Par contre, je suis quand même allée m'asseoir une fois à côté de lui pour être à côté, pour savoir ce qui se passait. Et puis je le savais, c'était formidable, parce que j'ai vraiment entendu des gens râler très fort et se sentir très bête dans la seconde qui suit, parce que quand ils le voient monter sur scène, ils comprenaient que forcément il y avait quelque chose, et je trouvais ça génial. Ouais. Et donc il montait sur scène pour rentrer dans l'écran. Il finissait par rentrer dans l'écran, à se joindre complètement aux images et même à tomber un peu amoureux d'une actrice dans les films. Donc c'était vraiment très immersif, tout en rendant hommage à presque 100 ans de cinéma, de films de différentes époques, différentes générations qu'on connaît plus ou moins, qu'on a déjà vu quand on était petit, qu'on a déjà vu partout. Et donc du coup il y avait un gros travail sur le film diffusé pendant ce spectacle. Il faut savoir que même si c'était exclusif à la France et que c'était vraiment un spectacle très Disneyland Paris, ils ont mis beaucoup d'attention dans le tournage de ce film. C'est pour ça qu'il était aussi intéressant. Par exemple, ils ont tourné la scène sous-marine. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais à un moment, il était sous l'eau et ils l'ont tourné en Californie dans un immense réservoir et les anecdotes racontent qu'il devait prendre de l'oxygène, qu'il y avait des bulles partout, mais qu'il devait à chaque fois replonger super profond pour que ça fasse réel. Et on sent qu'il y a vraiment une attention, mais comme dans les films américains, quand on voit les scènes coupées à la fin, on se dit mais ils ont vraiment mis tout leur cœur dans ce film, dans cette attraction. Et pareil dans la scène de western. Elle a essayé de tourner en Californie et il faisait 41 degrés quand ils tournaient la leçon. Enfin, c'est vraiment des acteurs qui se sont donnés pour nous fournir un spectacle qu'on a adoré. Oui. Par contre, c'est vrai que le résultat était à la hauteur de leur travail. C'était un film magnifique et c'était des personnages qui étaient attachants, autant elle que lui. Lui un peu plus parce que forcément on se met à sa pauvre place, qu'elle finalement elle est déjà dans l'écran. Donc, il était avec nous au début, donc je pense qu'on s'identifie plus à lui parce qu'il était là. Et maintenant, il n'est plus là. Il vit des galères, le pauvre, il est tout le temps habillé. C'est tout au long du truc, il lui arrive des choses. Il rencontre des vrais personnages. Enfin, je veux dire, des personnages mythiques. Forcément, le roi Arthur à la fin. Enfin, quand il est face à Anthony Hopkins,
dans les portes du Titanic. Moi, c'est dans Hannibal Lecter. Je trouve ça merveilleux. Complètement. Et du coup, c'est intéressant ce que tu dis parce que ça nous transportait vraiment au cinéma. On se sentait vraiment transporté et c'était dans le film, mais l'attraction en elle-même nous transportait aussi parce que la façade de l'attraction, il y avait des gros néons colorés comme si on rentrait dans un cinéma hollywoodien, dans une rue américaine. On se sentait vraiment transporté un peu dans les années 70, mais aux États-Unis, donc ça nous transportait réellement. Et il faut savoir que cette attraction, du coup, en 2003, elle a reçu un prix, le prix de la meilleure attraction par attention, accent anglais, Entertainment Association. Donc, quand même, elle a été primée pour une attraction qui était à Disneyland Paris, donc c'est quand même un honneur. Elle en valait la peine, hein. Clairement. Et je ne sais pas si vous vous souvenez, mais avant qu'elle nous quitte, en 2012, certaines scènes de films ont été modifiées et elles ont été remplacées par d'autres. Alors, si je dis pas de bêtises, je suis pas sûre de moi, mais si je dis pas de bêtises, c'était justement au niveau du Titanic. Il y avait pas que, mais dans les portes qu'on ouvrait, je crois qu'il y avait Sully qui n'était pas là avant, de Monstres et compagnie, qui apparaît. Il y a des scènes aussi où il tombe. Il y a Roger Rabbit qui est avec lui, et dans des scènes de bisous, il y a des scènes des nouveaux bisous qui apparaissaient à la fin. Pas mal de belles fins de happy end qui apparaissaient. Si je dis pas de bêtises. Dans Roger Rabbit, ils ont aussi mis Ratatouille. Ouais, il y a eu Ratatouille dans cette attraction. Mais ils ont vraiment essayé de moderniser, histoire que peut-être les plus jeunes aussi reconnaissent les films, mais pas forcément. Je pense qu'un enfant qui avait 12 ans en 2012 connaît plus Ratatouille que la peau de Roger Rabbit, quoi. Oui, c'est ça. Et ils avaient mis aussi Pirates des Caraïbes. À un moment, on voit Jack Sparrow. Ouais. Et il y avait un bisou aussi, ou un bisou, une embrassade, je crois, de je ne sais plus comment elle s'appelle. Les 3 héros de Pirates des Caraïbes, excusez-moi. J'ai leur nom, j'ai Keira en le nom de l'actrice, mais j'ai pas le nom dans Pirates des Caraïbes. Bref, il y avait une embrassade entre Legolas, ça a plus du tout. Non, c'est pas le même film. Vous m'avez compris. Il y a des scènes de Seigneur des Anneaux. Ouais. Il y a une scène du Seigneur des Anneaux. On voit Gollum. Ah oui, on voit Gollum, tu as raison. Mais c'est dans les nouveaux, alors. Un baiser entre Aragorn et... Ah non, c'était peut-être ça, alors. Quand il se court dans les bras et qu'il saute à la fin du Retour du Roi. Ah, peut-être, oui. Je crois que c'est ça, tu as raison. Les Indestructibles. Ouais, aussi. Quand ils sont à la les scènes rajoutées, il y a les Indestructibles qui sont arrivés. Narnia, plusieurs fois. Oui, la bataille de Narnia qui est du premier, qui est super belle. Ouais. Et il y avait aussi les Monty Python qui étaient quand même assez... le lapin, là, c'était ce lapin qui attaquait les gens au cou dans la scène de guerre, qui est quand même assez... si on n'est pas adepte du film, ça fait peur, à un moment, le lapin qui vient nous manger le cou, là. Et donc, du coup, cette attraction nous immerge et on continue un peu l'immersion, même en sortant ou en entrant dans l'attraction, sur Production Courtyard. Parce que je ne sais pas si vous savez ici qu'il y a des parapluies de Cherbourg qui sont juste à côté. Et en fait, c'est un élément du tournage du film de Cinémagique qui a été mis dans le parc Walt Disney Studios. Donc, on est vraiment intégrés jusqu'au bout dans cette scène. Je pense pas qu'ils vont rester avec la rénovation actuelle de... Ah oui, non. Non, dans l'Avenger Campus, ça a plus trop leur place. Mais voilà, c'était quand même aussi un élément historique de cette attraction qui s'en va un peu avec elle, là, maintenant. Et du coup, d'ailleurs, je rebondis là-dessus, mais quand il y avait 2 passages dans Cinémagique, il y avait justement les parapluies de Cherbourg quand il se met à pleuvoir et le Titanic quand il se prend l'iceberg, où on se prenait de l'eau, des jets d'eau pendant qu'on était assis dans la salle, les 2 fois où la pluie commençait à tomber et quand le Titanic heurte l'iceberg, au moment où l'eau nous arrive dessus, il y avait des espèces de jets, de vapeur d'eau, je sais pas comment dire, de petites gouttelettes qui nous tombaient dessus. Et tous les gens râlaient encore une fois parce que... Oh, qu'est-ce que c'est ? C'était très... C'est vrai qu'avec des projections d'eau, des projections de fumée aussi pour
pour embarquer complètement les spectateurs. C'était vraiment une super attraction. Vraiment, moi, je la regrette. Et donc là, on est en plein dans la nostalgie parce que du coup, cette attraction n'est plus depuis quelques années. Et la scène a servi pour des événements comme par exemple la Saint-Patrick, des avant-premières, des choses comme ça. C'est aussi là-bas que l'attraction Ratatouille a été présentée. C'est là-bas qu'on a fait la conférence pour présenter cette attraction. Et donc petit à petit, c'est devenu plus une salle de spectacle et moins une attraction en elle-même puisque le spectacle n'est plus. Ils ont essayé de le remettre il y a de ça quelques années. Ils ont essayé de remettre Cinémagique avec un nouvel écran, de nouvelles technologies. C'est pour Noël, je ne dis pas de bêtises, ou quelque chose comme ça. Mais ça a été annulé. On n'a pas trop compris. Ils avaient annoncé ça. Ils avaient annoncé le grand retour de Cinémagique pour le plus grand bonheur des fans et qui n'a pas eu lieu du tout. C'était un échec. Grosse déception, là, effectivement. C'était vraiment saisonnier. Donc, du coup, les gens s'étaient dit, je vais pouvoir le revoir, même si c'est pas longtemps. Les fans se sont dit, au moins, refaire une fois, on est en plein dans la nostalgie et tout ça. Et non, finalement, non. Et donc, ce merveilleux écran qui devait arriver, qui devait nous permettre de revoir Cinémagique, a servi au nouveau spectacle qui tient dans cette salle. Donc, un spectacle Marvel. Donc avec tous les super-héros qui a eu lieu pendant la saison Marvel en été. Donc voilà. Et puis là, ça a servi également pendant la réouverture en 2020 de salles pour rencontrer les personnages Marvel, puisque du coup... les choses sont annulées, évidemment. Et puis cet espace va devenir dans quelques mois normalement ou années un land Marvel Avengers Campus qui arrive à Disneyland Paris et qui va complètement transformer cette zone avec des attractions différentes et donc sûrement quelque chose à l'intérieur aussi 100% Marvel et toute l'année. Donc là, on a vraiment dit adieu à notre Cinémagique. Là, c'est terminé. Là, oui, effectivement. Mais du coup, ça resterait une salle de spectacle quand même où on a des infos, où ils vont détruire directement ils vont garder le bâtiment pour en faire une attraction, ou ça va rester une salle de show? Normalement, c'est une salle de show qui reste, ou alors un rencontre, mais ça va pas devenir une attraction et ils vont pas la raser normalement. En espère. En plus, elle est super belle, de l'intérieur. Maintenant, ils ont enlevé, mais avant, il y avait les gros rideaux rouges qui étaient vraiment, que moi, je trouvais magnifiques. Bref, je suis très nostalgique, donc c'est compliqué pour moi ce soir. Et du coup, tout à l'heure, tu disais, tu parlais de Animagique aussi. Ouais, c'est un peu l'autre spectacle l'autre attraction spectacle historique du parc Walt Disney Studios, qui a aussi ouvert en 2002 au moment de l'inauguration du parc Walt Disney Studios, qui était situé à Animation Courtyard, qui est devenu Toon Studio en 2007. Le parc a beaucoup évolué. À cette époque, le bâtiment a d'ailleurs changé de couleur. Il est devenu bleu pour s'adapter à ces soucis d'esthétique de Toon Studio, donc quelque chose de plus enfantin et de plus, pastel, magique, pour s'intégrer plus dans le décor de ce qu'il voulait faire. Animagique, c'était un spectacle live, donc en direct, avec des effets spéciaux qui étaient inspirés des techniques de marionnettes japonaises Bunraku, on passe au japonais maintenant, et qui surtout, ce qui est marquant pour les spectateurs, c'était la technique de la lumière noire qui faisait apparaître certains éléments fluorescents. Dans le noir, on voyait que certains éléments, après on voyait toute la scène éclairée, donc je pense que c'est ça qui a tout marqué les spectateurs avec la technologie des ultraviolets. Et la musique. Qui, un petit peu comme Small, restait quand même fortement en tête quand on sortait. Je n'ai rien en tête, là. Le La 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 Animagique, moi, je crois que je l'ai chanté un moment derrière quand même. Il fallait faire Small, en fait, derrière pour pouvoir changer de disque et avoir autre chose. Mais est-ce que tu gagnais en allant à Small? Non, après, c'est un point de vue. Voilà, fallait choisir, c'était l'un ou l'autre. Du coup, le parallèle était beaucoup fait avec l'attraction Mickey Filard Magique qui était ouverte à l'époque en 2003 à Walt Disney World. D'ailleurs, il y a eu beaucoup de rumeurs à l'époque où on sentait la fin d'Animagique. Beaucoup de fans avaient peur que ce soit Mickey Filard Magique qui remplace cette attraction spectacle que tout le monde adorait. Bon, finalement, tout le monde s'est trompé parce que c'est bien arrivé à Disneyland Paris, mais pas dans ce parc-là. C'est ça. C'est arrivé donc dans le parc Disneyland. Donc, mais l'attraction est quand même
a quand même pris fin, Animagic en 2016. Donc pour revenir un peu dessus, c'était Donald qui s'emparait de la clé de Mickey et qui pénétrait dans sa cinémathèque. Donc il y avait plein de grosses bobines de films. Et du coup, au début on voit juste les bobines et après on se rend compte qu'en fait on rentre dans ces bobines et qu'on rentre dans le film. Donc un peu dans la même veine, mais pas pareil, mais que Cinémagique, on rentre. Enfin, c'était vraiment c'est des personnes comme vous et moi qui rentrions dans les films, donc des dessins animés surtout là. Donc on était vraiment dans l'univers Walt Disney Studios, cinéma, entre là où la réalité laisse place au cinéma. Et donc je sais pas si vous saviez, mais quand l'attraction a été ouverte, il y a eu une première version qui a seulement duré quelques mois. En fait, au bout de quelques mois, l'attraction pas totalement, mais a un peu changé. Notamment, il y avait Donald qui croisait Aurore et Maléfique dans la cinémathèque. Et le spectacle avait aussi une scène avec Pinocchio. D'accord, non, je savais pas. Ça a très peu duré. Donc, c'est vraiment en 2002, fallait être là. Et du coup, la scène de Pinocchio a été remplacée par la petite sirène. Si vous vous situez à peu près dans la... Oui, sous l'océan, c'est ça? Voilà, donc avant c'était Pinocchio. Mais bon, ça n'a pas duré très longtemps. Ouais, du coup, c'est moins entraînant. C'est sûr que Sous l'océan, pour le coup, ça reste une chanson assez entraînante. Dans Pinocchio, il n'y en a pas beaucoup. Enfin, il y en a une, mais pour le coup, qui reste assez glauque, entre guillemets. Pinocchio, c'est quand même moins magique que la petite sirène. C'est ça. De manière générale, je pense que tout le monde préfère voir la petite sirène qui devient humaine que Pinocchio qui se fait réprimander pour ses bêtises. Et d'ailleurs, en parlant de son, la bande originale du spectacle, avec ses 7 titres, était vendue sur le parc pour que les gens qui avaient vraiment adoré ce spectacle, comme toi, Mel, puissent l'écouter tout le temps chez eux. Mais si elle existait encore, je l'achèterais tout de suite. D'ailleurs, je passe un message aujourd'hui. N'hésitez pas à nous faire des CD, des cassettes aussi pendant qu'on y est, mais ou à mettre des playlists disponibles sur les diverses plateformes, parce que vraiment, c'est des titres. Alors moi, perso, je les écoute toujours en passant par YouTube ou des choses comme ça. Mais bon, alors Animagic, la chanson en elle-même, je peux pas trop l'écouter parce qu'effectivement, sinon elle va rester en tête. Mais le spectacle en lui-même était super bien orchestré. Et on suivait Donald avec plaisir dans toutes ses aventures. Et puis, avec toute sa maladresse, il y a que Donald qui peut avoir autant de maladresse. Et du coup, c'était très drôle, en fait. C'est-à-dire qu'il était très léger et du coup, il se regardait très bien et donc, du coup, c'était historique, quoi. Mais effectivement, du coup, ce n'est pas Mickey Filar Magique et ce n'est pas non plus Mickey and the Magical Map qui est arrivé pour remplacer, contrairement aux rumeurs qui pouvaient se répandre dans la destination. Mais du coup, un nouveau spectacle a vu le jour en juillet 2016, Mickey le Magicien. Donc, pour le coup, ça nous laisse un peu moins nostalgique d'Animagique, je pense, parce que contrairement à Cinémagique où on a un peu déçu de ne pas avoir une vraie suite, là, Mickey le Magicien a quand même rentré un énorme succès. Je pense que tous ceux qui l'ont vu ont au moins écarquillé les yeux, des états de plein les yeux et se sont dit « Waouh, c'est quoi ce truc ?» Parce que c'est génial. Du coup, ça nous fait un peu moins regretter notre Animagique, même si c'était un spectacle, c'était très bien. Mais Mickey le Magicien le surpasse quand même, surtout maintenant qu'on a un peu Mickey Filar Magique qui... Bon, c'est pas la même chose, mais c'est quand même Donald qui fait des bêtises dans un univers 3D, donc ça peut nous faire un peu oublier Animagique. On peut parler de Mickey le Magicien, donc le nouveau spectacle, maintenant il y a 5 ans, qu'on adore et je pense qu'on ne s'en lasse pas, d'autant plus qu'il est saisonnier. Du coup, il n'est pas à Disneyland Paris 100% du temps. Je pense ce qui le rend encore plus apprécié et appréciable parce qu'on ne s'en dégoûte pas comme on pouvait faire Animagique de manière un peu par défaut. On ne savait pas quoi faire, on allait à l'intérieur, il faisait chaud, c'est pas mal. Là, Mickey le Magicien, on l'attend, on veut le voir, c'est devenu un incontournable, d'autant qu'il n'est pas là tout le temps, donc voilà. Il y est quand même souvent, non? Enfin, quand il s'absente, c'est pas de longue période. Quand ils ont les relâches, personnellement, c'est assez long. En plus, en général, c'est des moments où, entre guillemets, les fans, ils vont un petit peu plus dans le sens où c'est des moments plus calmes. Les fans, ils vont moins... Enfin, quand je dis les fans, c'est les personnes qui ont des passeports annuels ou qui sont habitués
c'était sous l'ancien système, parce que maintenant avec le système où il faut s'enregistrer, tout ça, c'est un peu plus compliqué. Mais avant, c'est vrai qu'on évitait plus d'y aller en août ou en juillet, en août, des choses comme ça. Et on y allait par exemple à des moments en février, où si je dis pas de bêtises, c'est des moments comme ça qui sont en relâche et des moments où on peut pas profiter. Mais c'est vrai que ça le rend, c'est le système de l'offre et la demande, ça le rend encore plus, c'est ce côté un peu comme une édition limitée. On a envie de la voir et d'aller le voir. Il fait qu'il y a une file d'attente toujours pour ce spectacle. J'ai encore pas vu ce spectacle sans file d'attente, sans personnes qui attendent devant pour rentrer à l'intérieur. Ça le rend aussi appréciable parce que forcément, même les visiteurs lambda se disent attends, si tout le monde attend, c'est que ça doit être trop bien, donc on attend aussi. Mais ils sont pas déçus. Ils ont raison. C'est vrai que cette attraction... Enfin, moi, je suis la première à avoir attendu 1h30. Pourtant, pour l'avoir déjà fait plusieurs fois et tout. Mais justement, au moment où la relâche était terminée, où ils avaient recommencé le show, j'étais une des premières à attendre 1h30 pour le voir. Sûrement d'ailleurs avec vous deux. Mais effectivement, c'était... peu importe. Animagique, pardon. Mickey le Magicien vaut la peine. Animagique, j'aurais pas attendu 1h30. Même si j'étais très nostalgique et que j'adorais ce spectacle, je n'aurais pas attendu. Mickey le Magicien vaut vraiment le détour. Et pour l'avoir fait un nombre incalculable de fois, je verse quand même ma larme à chaque fois. Alors personnellement, moi, c'est sur le Roi Lion, quand ils font rentrer les danseurs dans des costumes en forme d'animaux et qui s'arrêtent voir les gens. Entre la voix de Rafiki qui est quand même exceptionnelle derrière et cette musique qu'on connaît tous qui est prenante, plus les danseurs, c'est la totale. Moi, je verse ma petite larme à chaque fois. Je me cache un petit peu, mais j'ai la petite larme qui coule. Et si je ne dis pas de bêtises, je mets régulièrement un coup de coude à Yann, qui est à peu près au même niveau que moi. Bah, moi, c'est dès que ça commence, en fait. Moi, dès que Mickey rentre sur scène, déjà, je suis plus là. On m'a perdu. Donc, clairement, jusqu'à la fin, j'y suis. Est-ce que tu veux résumer un peu rapidement le spectacle? Je sais pas, Mel, histoire que si les gens ne l'ont pas vu, on ne sait pas. Déjà, le maître mot, c'est magie. Vraiment, quand on dit Mickey le magicien, c'est vraiment le cas. Pour le coup, le magicien, on le voit deux fois. On le voit au début et à la fin. Il n'est pas forcément présent, alors que pourtant son nom est présent dans le titre de l'attraction. Mais par contre, la magie est là du début à la fin, que ça soit pour un enfant qui va pas forcément comprendre et qui va découvrir des petites astuces de spectacle qui font qu'on a l'impression qu'il y a de la magie, ou pour un adulte qui, moi personnellement, je n'ai jamais compris comment le génie faisait tourner sa caisse à des moments que la fille sortait de la caisse. Je trouve ça exceptionnel et j'ai beau à chaque fois me dire je vais comprendre, on me l'a expliqué, je n'ai toujours pas compris. Mais je pense que le maître mot de cette attraction, c'est déjà magie. Après, peut-être que Yann, tu peux nous en dire un peu plus sur le déroulé de l'attraction, du spectacle, pardon. L'histoire se passe dans le grenier du magicien et Mickey doit faire le ménage dans ce grenier. Il est quand même un peu maladroit et dès qu'il touche quelque chose, il fait se réveiller, on va dire, un magicien d'un dessin animé. Oui, parce que c'est que des magiciens tout au long. 4 ou 5, je sais plus. Et on commence avec la marraine. La marraine et Cendrillon, du coup, qui arrive après. La Belle et la Bête. Après, on retrouve, il va y avoir le génie, il y a Elsa qui a des pouvoirs, et Rafiki qui est le magicien vaudou, je sais pas comment dire ça, du Roi Lion, le sage, qui parle aux esprits, enfin, je veux dire qu'il y a c'est le côté magique du Roi Lion à ce moment-là, quelques princesses, puis il y a le chapeau aussi, qui est très drôle et qui mène une grande partie du public, qui fait rire le public et les enfants principalement. Enfin, moi aussi je rigole, c'est pas tout ça, mais, mais je le trouve super chouette. Et il y a de magique aussi, il y a la fée Clochette, qu'on ne voit pas réellement. Oui, on voit les petits scintillements. Le magicien lui parle. Au tout début, elle va se cacher sous une malle quand Mickey toque. Oui, c'est ça. Mais il lui dit, d'ailleurs. Il illumine tous les objets, enfin toutes les personnes qui vont prendre vie. C'est elle qui les illumine, donc il en a un peu de poussière d'étoile au début, avant que Mickey arrive justement pour permettre l'enchantement, je pense. Mais il est quand même magnifique ce show. Et les chansons, dont même la chanson finale est super belle. Et puis les costumes sont dingues, les personnages, à chaque fois les personnages sont fous. Je pense au génie, mais à chaque fois il est formidable. Les blagues qu'il fait, son caractère et puis son costume vraiment humanisé, mais sans qu'il y ait de la magie, mais ça reste. On voit que c'est un humain. Il est vraiment humanisé comme Rafiki, qui est pas un caractère, mais c'est
cette fois qui est humanisée, qui est une femme et qui a une voix de fou. Donc vraiment, ils prennent un tout autre accès ces personnages. Il y a en plus, au niveau de Rafiki, si je dis pas de bêtises, je crois que j'ai dû dire si je dis pas de bêtises 20 000 fois durant ce podcast, mais Rafiki, c'est la seule qui prend réellement la voix en chantant sans musique a cappella derrière. Quand elle fait l'intonation, je vais pas vous la faire parce que vous allez pleurer, mais quand elle commence à chanter la chanson du Roi Lion, c'est la seule fois où il n'y a pas de musique derrière, alors que tous les autres chantent avec une musique. Elle est vraiment a cappella, et pour le coup, vu qu'en plus c'est l'ouverture, le rideau, enfin Mickey, elle est derrière le rideau et elle crie à ce moment-là. Tout le monde, il n'y a pas un bruit dans le public, et c'est hyper prenant à ce moment-là. Je dis ça parce que je pleure, hein, mais je trouve qu'elle prend vraiment au cœur cette chanson, elle prend au trip. Et puis Rafiki chante très bien, forcément. Et le génie, pour revenir sur ce que tu disais tout à l'heure, il y en a un particulièrement, alors je ne sais pas comment il s'appelle, mais voilà, les fans le savent. Il y en a un qui est exceptionnel, il fait des blagues, mais alors à chaque fois il change les blagues, c'est en fonction de l'actualité. Il est ce génie-là, il y en a qu'un, mais waouh, à chaque fois. Je pense que tout le monde le reconnaît, là, tout le monde sait qu'il y a un génie au-dessus du lot. Je pense que le seul personnage souvent foiré, c'est Elsa. Mais qui a très souvent une voix qui passe pas. Personnellement, je pense que vous le savez assez, étant fan de La Reine des Neiges, légèrement. J'attends vraiment cette scène avec impatience, que j'adore quand Olaf parle, je trouve ça génial. En plus, il nous fait un petit bug, une petite hésitation, je trouve ça chouette. Et derrière, on voit Elsa arriver, qui est hyper imposante, qui est super belle. Et en plus, il nous plonge dans le décor, c'est génial. Et quand elle se met à chanter, je n'ai jamais trouvé une Elsa. Alors, soit je suis trop habituée à Anaïs Delva, ce qui est possible, ou à Demi Lovato, mais je n'ai jamais trouvé une Elsa capable d'égaler celle soit du dessin original, soit de la version française, même de toutes les versions, parce qu'on a eu toutes les versions qui sont passées aussi dans le parc, où il y a un nombre incalculable de langues, et quand on les entend, leurs voix sont quand même très similaires, même si c'est chanté dans une autre langue, c'est très similaire. Alors que personnellement, quand Elsa arrive, c'est quand même assez. J'ai jamais trouvé quelqu'un qui égalait les voix françaises et originales, en tout cas. Mais je suis contente de ne pas être la seule à le trouver. Et du coup, si vous voulez, moi, je vais vous parler de mon attraction à moi, parce que j'en ai choisi une, et non pas la moindre, selon moi, la meilleure de tous les temps, qui n'existe plus. Et Yann, je sais, parce que forcément, je te connais, que tu n'as jamais fait cette attraction, que tu ne l'as fait. Tu l'as jamais fait non plus. Non. Ah non, c'est pas fait. Donc, ça va falloir que tu t'expliques. Bienvenue au club. Oh là là. Je sais même pas comment dire ça, tellement alors je peux pas dire que j'ai honte de vous, parce que je vous aime très fort, mais vraiment c'était à mon sens la meilleure attraction de tous les temps. Je vais vous expliquer pourquoi. Si on dit juste c'était la meilleure attraction, c'est un peu bizarre comme ça, mais déjà alors cette attraction, pour vous la situer, elle était située à Discoveryland, donc qui était le land quand même, par définition des visionnaires, et quand on rentrait, maintenant elle est à la place de notre très cher et grand copain ranger de l'espace, Buzz l'éclair. C'est pas que j'aime pas Buzz l'éclair, hein, je l'aime beaucoup, mais par contre à mon sens ils ont tellement dénaturé cette attraction que je suis très très triste. Pour moi, elle était vraiment dédiée à tous les rêveurs qui franchissaient la porte du parc. Sincèrement, on avait un peu d'imagination et on avait envie de rêver. On rentrait dans cette attraction, on avait envie d'être inventeur et nous-mêmes de créer des choses. Donc je disais, quand on arrive à Disco, elle est tout de suite sur la gauche, et elle est fortement associée à Jules Verne, à qui le land Discoveryland est quand même dédié principalement. Mais effectivement, c'était un land qui était dédié à des visionnaires. Donc on avait George Lucas, il y avait Michael Jackson, donc qui était au fond, également, qui était considéré à l'époque comme un visionnaire, et des visionnaires d'avant, comme Jules Verne. Alors, Space Mountain n'était pas là à la création du parc. Il y avait l'espace pour, mais il n'était pas là. Mais de la Terre à la Lune de Jules Verne, et il y avait aussi le Nautilus qui lui était dédié. Et le Visionarium, pour vous expliquer ça, donc on rentrait dans cette attraction, c'était dans une espèce de salle très 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 peu éclairée, presque noire. Il y avait un grand écran avec, je ne sais pas si vous avez fait ça quand vous étiez au collège ou au lycée, des espèces de boules où on mettait le doigt dessus et ça faisait des lumières violettes. Ouais. Ouais, voilà. Il y avait une boule d'énergie au centre et tu pouvais...
Oui. On avait créé ça en technologie. Et ben en fait, il y avait un grand écran comme ça avec ces espèces de lumières là qui passaient. Et il y avait donc c'était la salle du pré-show. Il y avait pas mal de maquettes et de grandes inventions de l'époque. Donc il y avait une maquette du Nautilus, il y avait la machine à voler de Léonard de Vinci. Enfin, il y en avait plusieurs. Il y avait les plans du coup d'un personnage qu'on va découvrir et qui va être dans le spectacle, qui s'appelle Nine. Avec mon anglais, je peux vous le traduire parce que je suis très forte, qui veut dire 9 yeux. Hein. Et il y avait aussi des affiches sur... donc ça donnait une idée sur ce qu'on allait voir. C'était la conférence sur le futur en 1900, où il y avait Jules Verne et H.G. Wells qui étaient présents. On pouvait se balader en attendant que le petit film commence. Et en attendant, pendant qu'ils faisaient rentrer les gens, il y avait quand même un film qui débutait avec les grandes inventions. Donc, on voyait des bateaux, on voyait des hommes qui construisaient des buildings à New York. Enfin, il y avait beaucoup de grandes inventions passées de l'homme. Et commençait ce fameux petit film de pré-show où on découvrait notre interlocuteur principal qui était Timekeeper, qui était un robot. Pour le coup, un vrai audio animatronics. Alors, la légende dit, parce qu'aujourd'hui il n'existe plus, qu'il aurait servi à tous les cast members qui ont essayé de faire d'autres animatronics, audio animatronics. Ils sont inspirés de lui, donc il ne resterait plus que sa tête aujourd'hui, parce que le corps aurait été expérimenté. Et donc, on retrouvait Timekeeper, qui était un robot inventeur, et qui nous expliquait comment les visionnaires voyaient l'avenir, et comment ils le mettaient en place. C'est-à-dire qu'il nous explique que ça partait d'une idée. Qu'une idée enchaînait sur une autre idée, idée, ainsi de suite, sans reprendre les mots de l'attraction, mais c'était ce qui était dit. Et à ce moment-là, on avait l'impression... Alors moi, j'étais petite, je l'ai fait... c'était une attraction qui était présente à l'ouverture du parc, qui a fermé ses portes en 2004, donc je l'ai fait jusqu'à mes 14 ans. Je m'étonne que je ne l'ai pas faite. Je l'ai fait jusqu'à mes 14 ans, et cette attraction... mais même petite, je veux dire, elle me laissait J'avais envie, quand je voyais rien que ce pré-show, ce petit film disons que tout partait de rien en fait. Moi-même, je me disais peut-être que je peux devenir quelqu'un. Bon, c'est pas forcément le cas aujourd'hui, mais en tout cas à ce moment-là, j'y croyais et c'est ça qui était chouette. Et on avait une petite musique sur l'air de Carmen. Alors je vais pas vous le chanter parce que c'est pas très beau à entendre. Avec tous les noms des grands inventeurs de notre siècle. Il y avait Aristote, Lavoisier, Marie Curie, Gandhi. Et en fait, cette chanson, pareil, elle reste en tête. Bon, l'air de Carmen forcément reste en tête, mais elle m'a donné petite. En tout cas, je sais que je suis rentrée, parce qu'à l'époque Wikipédia n'existait pas, Google non plus, et en tout cas je suis rentrée et j'avais retenu des noms, je suis allée chercher dans le dictionnaire qui étaient ces noms. Donc c'était une attraction qui était hyper ludique, qui avait un côté très très éducatif pour les petits et pour les grands, parce que si les grands avaient aussi envie de chercher, en général on est un peu plus flemmard quand on est adulte, on pouvait aller chercher. Mais du coup je peux pas vous demander votre avis parce que vous l'avez pas vu. Tu es seule sur ce coup-là. Je t'avoue qu'en plus, Reb, je comptais sur toi pour m'aider, mais c'est pas grave. Mais je n'étais toujours pas allée à Disney en 2004. Je suis allée qu'en 2006 ou 2007, donc non. Effectivement, donc ouais, tu l'as pas fait du tout, quoi. Et moi, j'y étais allée déjà plein de fois. Et alors, je n'ai jamais fait cette attraction. Mais pourtant, alors la façade n'était pas exceptionnelle. C'est vrai que ça se fondait dans le décor. Il y avait le Café des Visionnaires à l'époque qui était collé, qui était aussi dédié à Jules Verne. Il y a toujours la grande fresque. Puis maintenant, c'est devenu le bureau des passeports annuels et la grande fresque avec Jules Verne est toujours derrière. Ça donnait moins envie. C'est vrai qu'on passait un peu devant sans la voir, mais par contre, elle était quand même super chouette cette attraction. Moi, je l'aimais tellement. Alors pour vous donner juste un idée, donc ce robot inventeur Timekeeper, c'était la voix de Michel Leb qui doublait. Et aux États-Unis, donc à Epcot, en l'occurrence où elle a été aussi exportée après, c'est la voix de Robbie Williams. Voilà, donc c'était quand même... Ça parle quand même. C'était une belle attraction. Elle existe toujours à Epcot, Timekeeper. Il était accompagné de Nine. Bon, la voix, ça m'étonnerait que vous la connaissez. Juste, voilà, c'était Myriam Boyer qui a fait quelques doublures, mais qu'on ne connaît pas forcément. Mais c'est la maman de Clovis Cornillac. J'ai appris ça en bossant un petit peu mon sujet. C'est la seule chose que je savais. Donc, en tout cas, on découvrait aussi Nine, qui était une caméra voyageuse avec une vue panoramique. En fait, ces 9 yeux nous permettaient de voir à 360 degrés et on comprenait un petit peu ce qui allait se passer après. Et donc, Timekeeper et Nine nous présentaient la machine à voyager dans le temps qu'ils venaient d'inventer. Il y avait beaucoup d'humour dans ce pré-show parce qu'il expliquait qu'il avait fait subir des tests à Nine pour qu'elle soit exceptionnelle et formidable. On la voyait tomber dans les chutes du Niagara, résister à une explosion, partir en fusée sur la Lune. Enfin, c'était assez rigolo. Et là-dessus, on partait donc dans la salle d'expérimentation. C'est une salle où on était debout, on n'était pas assis.
contrairement à toutes les autres salles de show de Disney. On était debout et on avait cette vision à 360 degrés avec les 9 écrans qui étaient les 9 yeux de Nine-Nine. C'est une technique d'ailleurs qui a été inventée, je vais pas vous dire de bêtises, dans les années 1950 par Walt Disney Imagineering. J'ai lu partout que la bande son était vraiment, c'était un des points forts aussi de cette attraction, un peu comme. Oui, la bande son était très prenante. Elle prenait énormément au cœur et surtout quand on la vit. Je vais vous expliquer à peu près, un peu ce qui se passe dans le film. Je vais pas tout vous dire parce qu'il durait pas longtemps, une quinzaine de minutes. Mais si je vous explique point par point, ça va être assez long. Mais par contre, la bande son, une fois qu'on vivait l'expérience, parce que c'est pas une attraction comme quand on monte dans Rock'n'Roller Coaster et qu'on part, on fait notre ride, on fait notre coaster, on sort et c'est terminé. Là, c'était vraiment une expérience. La bande son était très prenante. Aujourd'hui, on l'entend encore d'ailleurs, c'est sûr. On l'entend à Discoveryland Station. Ou quand on veut prendre le High Road, on peut l'entendre au DLH et si vous avez de la chance, quand vous sortez, vous êtes au parking et que vous êtes au bon moment, vous pouvez l'entendre aussi pendant que vous êtes sur les tapis roulants. Et donc ce film, on retrouvait Timekeeper qui allait envoyer Nine-Nine visiter un peu plein de moments sympas dans le temps. Et donc forcément, il nous emmène tout d'abord à l'époque des dinosaures et c'était super impressionnant parce que du fait d'avoir cet écran à 360 degrés, on avait vraiment l'impression d'être immergé et d'y être aussi. On partait avec les dinosaures, on part après dans l'ère glaciaire. Pareil, on avait des décors qui étaient exceptionnels et l'impression d'y être. On passe au Moyen-Âge où on va être en plein milieu d'une bataille, donc ça se bat devant, à droite, à gauche, derrière. C'est vraiment, on est au cœur de l'action. On va arriver dans le XVIIIe siècle, on va tomber sur Mozart qui joue. On va voir Mozart qui joue et forcément, il va voir Nine-Nine. Timekeeper va vite l'envoyer ailleurs. Il l'envoie à la Renaissance où on croise, il lui dit regarde, il y a Mona Lisa qui est là-bas, suis-là. Et on suit Mona Lisa, on voit la Joconde qui est en train d'être peinte et on tombe sur Léonard de Vinci. D'ailleurs, il y a des maquettes derrière lui qui sont en suspension. Qui, pareil, Léonard de Vinci nous voit. Nine-Nine demande à Timekeeper de l'envoyer ailleurs puisque, ça y est, elle s'est fait encore une fois repérer. Du coup, en urgence, il l'envoie ailleurs et malheureusement, qui découvre la machine à voyager dans le temps, il y a un petit bug qui se fait, donc on tombe sur la construction de la Tour Eiffel en accéléré, ce qui était super chouette aussi à voir. Et il l'envoie enfin en 1900 à l'exposition universelle, donc l'affiche qu'on a vue dans le pré-show, il l'envoie à l'exposition universelle de 1900 au Grand Palais à Paris, et on tombe sur Jules Verne et H.G. Wells, qui sont en train de discuter plus ou moins avec passion, on va dire, de leur point de vue. Et quand Jules Verne va voir Nine-Nine, il n'en revient pas, il essaye de la toucher, tout ça. Donc, tout de suite, Nine-Nine demande à Timekeeper de la renvoyer. Et à ce moment-là, en fait, il prend par erreur, il prend Jules Verne dans la machine à voyager dans le temps, ce qui fait que Jules Verne se retrouve dans la machine à voyager dans le temps, devant nous. Et puis, pour le coup, l'acteur était très bien fait. Il est exactement comme on le voit, c'est-à-dire avec sa grande barbe blanche. Et il demande, Timekeeper dit, vous inquiétez pas, je vais vous renvoyer à votre époque. Forcément, Jules Verne veut voir le futur, il veut savoir ce qui se passe. Et donc, Timekeeper va l'envoyer dans le futur voir diverses choses. Il l'envoie voir des avions, il va appeler ça des wagons volants, il l'envoie dans des montgolfières, il va le faire passer sur un circuit de course de Renault, d'ailleurs, qui était le sponsor officiel de l'attraction à ce moment-là. Et c'est peut-être une des raisons pour lesquelles elle aurait fermé, puisque le sponsoring s'est terminé et apparemment les frais d'entretien de l'attraction étaient quand même assez chers. C'est partie des rumeurs, ça, ouais. Ça fait partie des rumeurs. J'ai pas dit que c'était vrai, mais peut-être, je vais bien préciser. Donc il l'envoie, il va découvrir les voitures, il va découvrir aussi, à un moment, il l'envoie sous les mers. Ce qui fait qu'il va découvrir un sous-marin. Et il y a un petit moment d'émotion parce que il voit le sous-marin, il dit comme quoi c'est possible, on dirait 20 milieux sous les mers, c'est le roman qu'il a écrit. Il l'envoie dans les étoiles, il va se retrouver de la Terre à la Lune, c'est pareil. Et il dit cette phrase, il dit ce qu'un homme a rêvé, un autre homme peut le faire. C'était fort, pour moi, quand j'étais petite, en tout cas, ça m'avait marqué. Bref, tout se finit bien, évidemment. Il va récupérer, il va le renvoyer pile à temps pour sa conférence avec Wells. Et c'est de là, alors là, on peut imaginer, c'est de là que viendrait l'inspiration de Jules Verne. Grâce à Timekeeper, il aurait visité le futur et donc il saurait tout ce qui va se passer, derrière. Et donc oui, effectivement, l'attraction a fermé malheureusement en 2004, à mon grand regret. Il faut avouer que le film, malgré le fait que j'adorais ce film, il était vieillissant pour les gens, les personnes qui étaient plus jeunes. Donc par exemple toi, Reb, je pense que si tu avais vu le film en 2006, ça t'aurait peut-être un petit peu
comme une vieille pub. Non, mais c'est vrai, pour faire le rappel avec Marvel, je trouve que ça a un aspect de Stark, le papa de Stark, version ancien. Voilà, c'est-à-dire qu'il y a Tony Stark et il y a je sais plus le prénom de son papa, il y a Monsieur Stark. Et c'est un moment, il y a un décalage qui est fait, même si pour l'époque c'était super bien. Et ben aujourd'hui, on n'est plus dedans. Surtout quelque chose qui est sur l'innovation et le futur et tout ça, c'est compliqué. Enfin, c'est un peu le problème du Land. Discoveryland. C'est ça. Mais même Tomorrowland dans les autres parcs, forcément, c'est le problème parce que ce qui était ultra moderne à l'ouverture de Disneyland Resort, par exemple, bah là maintenant c'est complètement dépassé. Donc ouais, c'est vrai que c'est le land, je pense, qui dans tous les parcs, c'est le land qui souffre le plus parce que ce qui est passé est déjà passé, ce qui est présent est l'est, et ce qui est futur, le temps que ça soit construit, sera déjà du passé. Bien sûr, c'est un land qui est basé sur le futur, mais le style qu'on a dans notre land à Paris, je trouve qu'il ne fait pas démodé parce qu'il ne parle pas forcément de prouesse technologique future. Bah après, nous, c'est Discovery, donc, et puis il a changé. Il a beaucoup évolué. Avec le Visionarium, forcément, il a changé et la preuve, ça, ils l'ont retiré. Et je veux dire, tout le reste, on a un style assez steampunk et tout ça, qui fait qu'on ne s'est pas démodé. Par exemple, le dôme de Space Mountain, le fait qu'il ne soit pas tout blanc comme les autres, exactement. il reste. Il fait que, on a plus. Ça se démode moins vite. C'est pas si démodé que ça. Non, mais ce qui est triste, c'est qu'avant, c'était quand même un land qui était dédié aux visionnaires, du passé comme du présent, comme on espérait du futur, alors qu'aujourd'hui, c'est quand même. Il y a des grosses licences, même qui étaient présentes au début. Je veux dire, Star Wars, c'était déjà présent au début. Et George Lucas reste un grand visionnaire parce qu'il a fait des choses, je pense que lui-même, c'est le seul à être capable de faire ça. Mais on n'a plus cet aspect passé. Aujourd'hui, je pense que les gens, c'est Buzz l'éclair, c'est une attraction qui marche beaucoup. Il y a souvent de la queue, il y a de l'attente, les enfants sont ravis de faire Buzz l'éclair. Moi, je préférerais emmener mes enfants faire le Visionarium plutôt que Buzz l'éclair, et je trouve que c'est dommage qu'on s'arrête plus aussi devant le Nautilus parce que, je sais pas comment vous expliquer ça. Moi, ce land, il m'a donné envie de lire Jules Verne. Et Dieu sait que c'est pas facile à lire Jules Verne quand même. Il y a beaucoup c'est très très technique. Mais j'ai lu parce que justement, pas dans le côté littérature en lui-même. Je voulais juste savoir si ce qui était à Disney était exactement la même chose que dans le livre. C'est ce sens-là qui m'intéressait. Quand j'ai visité le Nautilus, quand j'ai lu Dans 20 milieux sous les mers, le petit lit du capitaine Nemo, perso, j'avais vu le petit lit du capitaine Nemo. Je voyais comment c'était. Non, mais c'est vrai, le piano, tout ça, j'avais envie de comprendre l'histoire par rapport à Disney, pas dans le sens inverse. Et je trouve qu'aujourd'hui, Buzz l'éclair, on n'a pas envie de... on sait son histoire. On n'a pas besoin... Il n'y a pas de... Que même si, du coup, il y avait Captain EO qui était au fond. Aujourd'hui, il n'y a plus tout ça. Alors, il y a eu Chérie, j'ai rétréci le public qui était, pour moi, une belle attraction parce que l'Imagination Institute, je prononce très bien aussi, l'Imagination Institute, c'était pareil à un moment... son nom le dit, quoi. C'était le bâtiment de l'imagination et c'était Zalinsky qui était dedans. C'était super chouette parce que c'était encore un inventeur alors plus de mon époque, je sais pas si Red, Chérie, j'ai rétréci des gosses, c'est quelque chose qui te parle ou pas? Oui, ça oui. Ça va. Et voilà, ça c'était quelque chose qui marquait, qui était super intéressant à voir et qui mettait vraiment, pour le coup, il y avait une vraie cohérence avec le land, même si ça avait été actualisé. Quand ils ont remis Captain EO, parce qu'à un moment il est revenu, je l'ai refait plutôt avec le souvenir de Michael Jackson. J'étais plutôt ça me faisait plaisir de voir Michael Jackson, de voir le travail qu'il avait fait. C'était différent. Aujourd'hui, il n'y a plus rien. Space Mountain est devenu Hyper Space avec... voilà. Tout est dit dans le... On a hâte qu'une chose, c'est que ça change. Ils vont revenir en arrière parce qu'il y a eu 3-4 versions. Il y a eu De la Terre à la Lune. Après, il y a eu Mission 2. Hyperspace. Est-ce qu'il n'y a pas une version entre les deux? Parce que Hyperspace, à part ce moment de départ dans le canon où on a la musique de Star Wars qui est très
qui prend au trip quand même. Cette musique, elle est quand même exceptionnelle. Il n'y a rien d'exceptionnel. Si, les sièges. Les wagons sont beaucoup plus confortables. Ah on n'a plus la tête qui tape. Oui. Faut juste faire attention aux cheveux, parole de fille. Oui, c'est vrai que les harnais qui nous retiennent, ça accroche les cheveux assez violemment. Moi, je mets ma capuche, personnellement. Enfin, il ne faut pas que ça soit en plein été, mais sinon, je mets une capuche, ça m'arrache la moitié. Ça touche les cheveux, là, c'est pas possible. Non, mais clairement, la version en elle-même n'a pas de plus-value et au contraire, en fait, personne n'a compris, en fait, pourquoi. Enfin, si, dans la dynamique, pour faire quelque chose de Star Wars pour les 25 ans et faire vraiment un espace Star Wars, mais là, ça n'avait pas d'intérêt. Enfin, ils n'en ont toujours pas, d'ailleurs. Oui, ce qui, du coup, n'est pas en corrélation, puisque la saison Star Wars est au studio. Oui. Donc en plus, ça n'a pas de... Parce qu'ils auraient fait... après, dans Discoveryland, c'est assez compliqué, je pense, de mettre en place des scènes. La marche impériale, au-delà de la scène qu'ils ont mis au studio, si on enlève le show qui est présenté sur la Tour de la Terreur et qu'on garde juste la scène, ils auraient très bien pu la mettre à Disco. À la place, alors peut-être pas à la place, mais là où le restaurant qui a fermé, le Pizza Planet, là, dans cette partie, au fond, quand on sort de Space, on va directement jusqu'à Star Tour. Après, des scènes pour les soirées, comme Halloween et tout ça. Oui, c'est vrai, t'as raison. Oui. Enfin, ça aurait pu être facile de mettre une scène thématisée. Ils avaient fait la Jedi Academy qui était dans Vidéopolis et qui était super chouette pour tous les petits. Enfin, même pour nous, on voyait Vador de vrai, il y avait R2. Je crois que c'était avant la photolocation. Alors, encore une fois, c'est mes souvenirs, donc je suis pas sûre. Avant la photolocation avec Vador. Et du coup, c'était une des rares fois où on voyait Vador de près, dans le show qui était d'ailleurs impressionnant. Ou alors c'est que je n'ai pas fait la photolocation et du coup je l'ai vu de près et ça m'a marqué. Parce qu'il y avait encore la boutique à ce moment-là, je crois. La boutique a disparu de là quand ils ont refait Star Tour. Ils ont refait Star Tour quand ? Ils ont refait Star Tour en 2017. Ouais, pour les 25 ans, oui. Donc effectivement, avant la boutique se trouvait là où maintenant on peut faire les photos avec Vador. Il n'y a que Vador, mais il y a peut-être d'autres parents. Voilà, non, Chewie, il est au studio. Oui. Donc la boutique se trouvait là. Et en sortie d'attraction, on avait une espèce de salle d'arcade. Et il y a des années, alors pareil, ça, Rebecca, je suis sûre que tu n'as pas vécu, mais je vous jure, et j'ai encore les photos, quand on sortait de cette attraction et qu'on passait dans cette salle d'arcade, il y avait aussi des espèces de photomatons et on défigurait notre visage en appuyant sur l'écran. Alors aujourd'hui, ça paraît hyper facile, mais à l'époque, c'était exceptionnel d'appuyer sur un écran et de faire bouger son visage. Alors on pouvait imprimer ces photos qui, du coup, étaient payantes, mais je sais plus, mais en tout cas, c'était ma maman qui payait, c'était pas moi. Donc je me mais moi, j'ai gardé des photos. Il y avait la photo normale et la photo où on était défigurés, les deux sortaient et on pouvait. C'était très très. Enfin, pour l'époque, c'était très marrant. Et il y avait aussi une bataille. Ça, c'était gratuit, par contre, je crois. Il y avait un écran, comme si on était, en gros, dans le Star Speeder. Le même écran qu'on a. Il y avait une bataille navale et nous, on pouvait monter sur des... Je sais même pas comment définir ça, où on s'accrochait. On était debout, on montait sur cette mini plateforme où il y avait juste la place des pieds, on tenait une barre et on se battait en fait avec les gens qui étaient autour de nous, ce qui était de loin totalement ridicule parce que tout le monde bougeait dans tous les sens sur ce... Je crois que pour moi, c'était un couloir cette pièce, l'arcade. Je ne m'arrêtais jamais. Donc vraiment, c'était juste pour sortir de l'attraction. Alors, j'ai jamais joué tout ce qui était conduire des voitures ou des... Je sais même pas si on pouvait conduire autre chose, parce que maintenant les arcades sont dans Vidéopolis. Le photomaton, là, moi je l'ai fait, je crois que c'était là, je courais en sortant de l'attraction avant ma mère pour pouvoir aller me prendre en photo et défigurer le truc qui, je le rappelle, à l'époque était exceptionnel. Aujourd'hui, ça paraîtrait totalement ridicule de faire ça. Très certainement. À ce moment-là, c'était une nouvelle technologie. Hein. Et ça du coup, on faisait aussi qu'un seul voyage à l'époque. Depuis 2017, on peut faire beaucoup plus de voyages. Il y a eu pas mal de changements dans cette attraction-là. Même s'il y a eu des changements, il y a des choses qui nous plaisaient avant et qu'on déplaçait pour les garder dans le décor. Comme à l'époque, on avait un petit robot qui conduisait Star Speeder 3000. C'était Rex. Vu qu'il a été remplacé maintenant par C3PO et R2D2, maintenant, ils l'ont laissé dans la file d'attente. La file d'attente. Ouais. Voilà, c'est ça. Donc, dans la file d'attente, tous les robots qui sont hors service sont des robots qui étaient présents soit dans l'ancienne file d'attente, soit Rex dans le vaisseau. Donc, heureusement, on voit encore notre petit Rex quand on fait la file d'attente. On le voit toujours là. Avec les changements, en fait, cette attraction, elle est devenue en 3D. Donc, maintenant, on porte des lunettes, chose qu'on n'avait pas avant, hein, bien sûr. Et on fait beaucoup de voyages.
Ouais, on ne sait pas sur quoi on va tomber, c'est ça. Si on calcule, on pourrait dire qu'il peut y avoir 1890 combinaisons de scénarios différentes. Ouais, c'est quand même, ça change du voyage sur Andorre d'avant. Parce que maintenant, l'histoire est composée de 4 tableaux. Et de ces 4 tableaux, le premier tableau, il y a 5 versions, il me semble. Le deuxième tableau, il y a 6 versions. Le troisième, 7 versions. Et le dernier, 9 versions. On peut combiner toutes les versions. Voilà, c'est aléatoire, normalement. Ouais. Ouais, d'autant qu'à chaque sortie ciné ou série Star Wars, ils rajoutent le fond de cet épisode, de cette série, pour qu'on vive un truc actualisé. Donc là, pour le coup, c'est vraiment, je trouve que c'est une belle rénovation là qu'ils ont fait pour Star Tour. Ça a pris du charme, et même les non-fans de Star Wars comme moi apprécient l'attraction. Bon, oui, parce que je pense que même si on n'est pas forcément fan, en fait, je trouve qu'avec cette réhabilitation, avec la 3D et tout, c'est très immersif. Bah, c'est un voyage, en fait, même si on ne sait pas où on va, parce que contrairement aux fans, moi, ça ne me parle pas là où je mets les pieds. Mais c'est quand même immersif, et puis les fins différentes, les personnages différents qui apparaissent, on est forcément content. Et puis il y a une petite chose en plus, c'est que maintenant, un des passager devient un résistant. En fait, avant, on partait dans un voyage pour aller sur une forestière d'Andorre, et maintenant, protégé. Faut le ramener. Ça dépend de la version, parce que du coup, on peut avoir. Vu qu'il y a plusieurs fins. Ça dépend de la personne qui va nous parler en hologramme. Il y en a plusieurs qui nous parlent en hologramme et qui nous disent de ramener l'espion. Donc ça dépend de la version qu'on a. C'est-à-dire qu'on peut avoir Yoda qui nous parle, Princesse Leia. J'ai failli le dire et je me suis dit je ne sais pas, parce que je ne sais pas si je ne comprenais pas avec l'hologramme du film, du coup. J'ai pas. Je sais qu'il y a. Honte à moi, pourtant je suis une grande fan de Star Wars. Je ne sais pas comment s'appelle ce personnage qui est dans les derniers qui sont sortis. Elle a des énormes lunettes rondes. Maz Kanata. Voilà, c'est ça. Mais en fait, on peut avoir BB-8, Yoda, Poe Dameron. Et la toute première scène aussi, on peut soit avoir des troopers, mais on est bien quand c'est Dark Vador qui se retrouve devant le vaisseau et qui, avec la force. Qui nous prend avec la force. Et qui nous secoue dans tous les sens. Et ça donne envie de la refaire. Oui, après, pareil, on va dire que je suis très nostalgique d'avant, mais je veux dire, la différence, c'est qu'avant, je sortais sans mal au cœur. Aujourd'hui, ça dépend sur quelle scène je peux tomber. Et à un moment, il y a plein de Chewbacca partout. Oui. Pour moi, cette scène-là, elle est hyper dure quand je sors, j'ai mal à la tête. Pourtant, le show, il dure pas très longtemps, je crois, en tout. On est dans 4 minutes 30 à peu près. Ouais, voilà, donc c'est pas, si on combine toutes les scènes, cette partie juste avec la famille Chewbacca, c'est pas exceptionnel non plus, mais vraiment, ça dépend où on est, on peut vite avoir mal au cœur, je trouve. Avec la 3D, hein, c'est pas l'effet du film, c'est l'effet 3D. Ça fait partie du charme aussi, du coup, c'est plus attraction à sensation, entre guillemets, ça fait partie un peu je pense du nouveau charme de cette attraction, c'est plus tout tranquille, on peut vivre des trucs dans le niveau du corps, quoi. Le corps, il vit des choses. Le corps vit des choses, oui, c'est vrai. Oui. Alors, dans l'ancienne version, je reviens 2 secondes dessus, je ne sais pas si vous l'avez fait ou pas, il y avait ce qu'on appelait la salle VIP dans l'attraction, donc qui était sur demande. Il suffisait de demander quand vous arriviez à l'entrée de l'attraction, il y a toujours un cast member qui est là, de lui demander si vous pouviez faire la salle VIP. S'il y a un autre cast member qui était dispo, il vous demandait d'attendre. Donc en général, il y avait une petite... moi j'ai attendu, je l'ai fait 3 ou 4 fois, il y avait une dizaine de minutes d'attente. Et les cast members vous emmenaient dans cette salle, donc qui se trouve, une fois qu'on arrive en haut, au niveau où on va rentrer dans les différents Star Speeders, il y a d'autres portes qui sont à côté. On traversait, on se retrouvait dans une espèce de petite cabine qui était où il y avait des rideaux, on était en noir, mais vraiment toute petite, hein. Je pense qu'on est sur 2 mètres carrés maximum, et on était dans le noir, avec ces rideaux, le temps que l'attraction de l'autre côté commence, c'est-à-dire que le temps que tous les gens rentrent dans le Star Speeders, et une fois que les portes étaient fermées, la pièce s'illuminait entièrement et on voyait du coup le simulateur vu de l'extérieur. D'accord. Et on entendait Rex parler, on entendait les gens crier forcément quand voilà. Et c'est là que je me suis rendu compte qu'en fait la vitesse lumière, comment c'était fait. Le simulateur était sur des énormes pieds, des énormes vérins, et on se retrouvait vraiment à la verticale. Alors que quand on est dans l'attraction, on n'a pas l'impression d'être à la verticale, quoi. Quand on la faisait à l'époque, qui était fou parce qu'on s'en rendait pas compte quand on était dans l'attraction. Et c'est là que j'ai compris. Mais pareil, il y a autant la verticale sur l'arrière pour la vitesse lumière que sur l'avant quand on passait un moment. Au tout début.
Quand on tombait au tout début, oui, c'est ça, on tombait. Oui. Ouais. Et puis quand on était et on passait à l'intérieur partout et tout. C'était un astéroïde. Non, il disait pas ça. Une pluie d'astéroïdes, il disait non. Pas sûr qu'il disait astéroïde. C'est le mot qui me perturbe. Mais peut-être, d'accord. Et donc, voilà, il y avait on entendait vraiment avant, arrière, on en voyait. Et c'était, pour le coup, ça n'a aucun intérêt pour un visiteur lambda parce que voir comment c'est fait, ça n'intéresse pas grand monde. Par contre, pour moi, j'étais très contente de le faire et j'ai vraiment demandé 3 ou 4 fois à le faire parce que pour voir. Bon, je pense qu'une fois qu'on l'a fait plus de 4 fois, 5 fois, il n'y a plus d'intérêt par contre. Mais on a tout vu. Et c'était impressionnant que la grandeur de la salle. Et je pense qu'il était aussi intéressant de tomber sur un bon cast member. Et personnellement, à chaque fois que j'ai fait Star Tour, je suis tombée que sur des super cast members, dont une en particulier qui est devenue une amie par la suite, qui nous a expliqué des choses merveilleuses sur Star Tour, comme par exemple la bande du film qui tournait depuis 1992 sans interruption. Les chaudes, maintenant, ils les lancent une fois que les gens sont dedans. Ils lancent, ils appuient sur des boutons et ça se lance tout seul. Alors que l'autre, ça tournait en boucle. C'est-à-dire que si tu ratais le moment où il fallait démarrer, et t'attendais 5 minutes. C'est pour ça que des fois, les castes, ils disaient les languettes, les machins, ils te faisaient lever les mains, faire des choses comme ça. Parce qu'en fait, le film tournait. Et tant que le film n'était pas terminé, ils n'arrivaient pas à... Ils pouvaient pas relancer... Ils pouvaient pas continuer. Voilà, ils pouvaient pas relancer l'attraction pour les guests. Ah, je vous en apprends une, non? Ouais. Ouais. Après, je sais pas si c'est vrai. Hein. En tout cas, ça m'a été raconté par tous les cast members qui m'ont expliqué ça. Donc, je suppose que c'est le cas. Hein. Mais vu qu'il n'y a pas de livre sur Star Tour qui est encore sorti, je peux pas dire si c'est le cas ou pas. Mais je crois qu'on a fait le tour. Bon, même si la façon dont on a parlé des attractions, je suppose que c'était celle qui vous tenait le plus à cœur. S'il y avait une attraction que vous souhaiteriez aujourd'hui revoir ou revenir dans sa version originale, ou surtout ne pas revenir et qu'il ne faudrait pas que ça change, laquelle ce serait ? C'est compliqué. Ouais. C'est-à-dire que moi, Mickey le magicien, Il faudrait pas que je ne veux pas le voir partir. Clairement. Moi, je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. Mickey le magicien ne doit pas partir, il doit rester. Ouais. Il va y avoir la fabrique du rêve, là, bientôt. La fabrique des rêves, d'ailleurs. Et je pense que le décor va être assez chouette aussi. Ouais, les images qui étaient sorties étaient en tout cas, ouais. prometteurs. Ouais. Mais non, attraction, je n'ai pas une attraction que je voudrais revoir, à part, on n'en a pas parlé, mais enfin vite fait, mais à part Space Mountain, qu'il faudrait qu'il revienne. Dans sa version originale, non. Là, je vois pas. Et toi, Rêve ? Après, moi, c'est un spectacle, parce que moi, je suis plus spectacle. Mais Chérie, j'allais être récit public pour le coup, parce que ce qu'il a remplacé, c'est pas trop mon délire. Et du coup, j'aimais beaucoup, des souvenirs que j'en ai, j'aimais beaucoup. Donc, quitte à le moderniser peut-être un peu, parce que je pense que si je le revoyais en état maintenant, je serais peut-être, avec mes yeux de grande, je serais peut-être plus moins séduite du moins, mais je pense que ça serait bien de le revoir. Ouais, peut-être mettre avec aussi des acteurs actuels, parce que à l'époque, ceux qui étaient dans Zalinski, il a dû bien vieillir, même si c'était lui, je pense que les acteurs, sa femme aussi, il y en avait plein. Je pense qu'aujourd'hui, ils doivent être... Nous, on a grandi, eux, ils ont vieilli, malheureusement. Donc... Mais je pense, c'était une chouette attraction. Il y a des trucs qui étaient pas mal. Bon, moi, j'ai pas besoin de vous le dire, c'était le Visionarium, évidemment. Il faudra qu'il revienne. Non, mais pour le coup, pour parler vraiment, moi, je suis aussi très, très branchée spectacle. Moi, je serais bien Disney Dream à choisir. Ah oui. Oui. J'aimerais bien que Disney Dream revienne à la place de Disney Illumination. À choisir. Voilà. Mais on risque d'avoir un changement pour les 30 ans, peut-être. On y croit, c'est dans moins d'un an maintenant. On a passé le cap du 12 avril. Donc, sachant que nous trois, on a déjà tous réservé notre hôtel. Donc, on est sûr que ce sera ouvert. Oui. On devrait y être. Et on fait comme ça. Et on se retrouve bientôt alors dans une prochaine émission. Merci à tous. À plus. Merci à toi.